Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre numéro 4 de ce cours consacré au JavaScript. Et dans ce nouveau chapitre, donc, nous allons continuer à manipuler nos variables et effectuer quelques opérations simples entre variables, donc notamment des additions, des soustractions, des multiplications, divisions, etc., etc. Donc pour cela, on va déjà commencer par créer trois variables, donc x, y et z, on va les appeler. Donc on se place dans notre balise script ici. Donc vous voyez, pour l'instant, je n'ai rien écrit, juste la structure minimale d'une page en HTML. Donc on crée nos trois variables, donc var x qu'on donne égal par exemple à 5, virgule y égale à 8, car on se rappelle que si on déclare toutes les variables sur une même ligne en les séparant par des virgules, on n'a pas besoin d'écrire à chaque fois le mot-clé var, mais on ne peut ne l'écrire qu'une seule fois. Et donc var z égale à moins 2 par exemple. Et donc on va effectuer quelques opérations entre ces différentes variables. Alors tout d'abord, rappelez-vous bien que ce égal n'est pas un opérateur d'égalité, mais c'est un opérateur d'affectation. C'est-à-dire qu'on va faire stocker la valeur 5 dans x. Donc je peux très bien écrire en JavaScript x égale à donc x plus 1. Et donc maintenant ma variable x va être égale à 6, car encore une fois, donc ce n'est pas le même égal qu'on utilise en mathématiques, c'est bien un opérateur d'affectation et non d'égalité. Donc j'insiste encore une fois sur ce point-là, car c'est assez important et ça vous évitera de faire des erreurs par la suite. On peut donc également tout à fait écrire maintenant x est égal à x moins 2. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que au début, on a x égale à 5. Ensuite, on dit que x est égal à x plus 1. Donc en fait, ce x-là va représenter l'ancienne valeur de x, donc 5. Et donc x va maintenant être égal à 5 plus 1, 6. Et ici, donc, x égale à x moins 2, on récupère la dernière valeur connue de x, c'est-à-dire le 6 ici. Et donc x va être égal à 6 moins 2, et donc x va maintenant être égal à 4. Donc c'est assez simple, mais il faut bien faire attention donc à chaque fois à bien penser qu'on récupère la dernière valeur de x pour les prochains calculs. Alors on pourrait faire exactement la même chose évidemment avec la multiplication et la division. Donc par exemple, si je veux faire stocker une nouvelle valeur à y égale à 2 fois sa valeur de départ, j'écrirai tout simplement y est égal à y fois 2. Et donc là on récupère la valeur connue de y qui est 8, on la multiplie par 2, donc ça fait 16, et on stocke cette nouvelle valeur 16 dans y, donc y stocke maintenant la valeur 16. Alors on peut également effectuer des opérations entre variables. Donc par exemple ici je peux créer une nouvelle variable multiplication, donc var multiplication, donc mult on va l'appeler comme ceci, et je peux la donner égale à x fois y. Donc la variable multiplication va stocker le résultat de x par y. Et faites bien attention car là ça va bien être la dernière valeur de x fois la dernière valeur de y. Si j'avais écrit ici par exemple var mult 1 par exemple est égal à x fois y, je n'aurais pas eu du tout le même résultat car ici mult 1 aurait été égal à 5 fois 8, puisque rappelez-vous qu'une page donc est lue linéairement lorsqu'elle est chargée donc par le navigateur. Donc ici, mult 1 est égal à 5 fois 8, puisque les valeurs de x et de y sont 5 et de 8. Et ensuite, on effectue des calculs sur x et y, donc on change les valeurs stockées par x et y. Et donc ici, mult est égal finalement à, donc on avait dit x, donc 4 fois 16. Donc ici, mult 1 est égal à 40, et ici, mult est égal à 64. Et donc ça, on peut s'en rendre compte avec une boîte de dialogue alerte par exemple. Donc alerte mult 1. Donc je ne suis pas obligé de les mettre ici, je peux les mettre à la fin, les alertes, ça ne change rien. Et je vais les mettre juste en dessous des variables afin que vous voyez bien donc la logique du code. Donc j'enregistre et je peux afficher ces deux variables. Donc vous voyez que mult 1 est bien égal à 40, donc 5 fois 8. Et mult 2 et mult tout court est égal à 64, donc 4 fois 16. Donc faites bien attention à cela encore une fois. Faites bien attention à quel moment vous faites vos calculs entre variables, car on va récupérer à chaque fois la dernière valeur connue des variables. Donc j'aurais pu également faire pareil avec une variable division, par exemple. Donc hop, je vais enlever mes alertes afin que ça ne s'affiche pas à chaque fois, ici et ici. Et donc si maintenant je crée une variable division, donc var div
est égal à x, ou plutôt y sur z, on va changer un petit peu, y sur z. Donc ici on fait stocker à division la valeur de y divisé par z, donc la valeur stockée par y divisée par la valeur stockée par z, et donc on fait stocker donc 16 divisé par moins 2, donc moins 8 à division. Donc division est égal à moins 8. Donc vous le voyez, ce n'est pas très compliqué, il suffit juste de savoir quelles valeurs sont stockées par nos différentes variables. Donc il faut bien faire attention à savoir quelle valeur est stockée dans y, quelle valeur est stockée dans z par exemple. Et donc dernier calcul que je voulais vous montrer, après l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, c'est le modulo. Alors le modulo qui est pas très connu en mathématiques pures, mais qui est assez utilisé donc dans les scripts, donc dès qu'on utilise les langages de programmation en général. Donc le modulo, ça va être le reste d'une division entière. Donc par exemple, si je crée une variable modulo ici, donc var mod par exemple, et que je donne égal par exemple à 13, donc modulo 3, mod va stocker 1. Pourquoi? Car 13 divisé par 3, donc ça fait 4 fois 3 et il reste 1 finalement. Car rappelez-vous que le modulo va être le reste d'une division entière. Donc en fait on garde ce qui est entier et le modulo va être égal au reste. Donc 13 divisé par 3, il y a donc 3 fois 4 et il reste 1. Donc le modulo va être égal à 1. Idem si j'avais fait par exemple 18, ou plutôt on va faire très simple, 5 divisé par 3. Donc 3 est une fois dans 5 et il reste 2. Donc le modulo aurait été égal à 2. Donc la variable modulo aurait stocké la valeur 2. Et donc, dernière chose par rapport à ces calculs simples, faites bien attention aux priorités de calcul également, qui sont les mêmes qu'en mathématiques, les mêmes qu'en arithmétique. Donc par exemple, si je mets une variable égale à... on va créer une variable priorité, par exemple. Priorité, je vais y arriver. Qu'on la donne égale à, par exemple, x moins y divisé fois 3 et on divise tout ça par z plus 15 modulo x. Donc là ça commence à être peut-être un petit peu compliqué, il va falloir calculer. Donc cet exemple pour vous dire que les priorités de calcul vont être les mêmes qu'en arithmétique, c'est-à-dire que les parenthèses vont être prioritaires. Ensuite ça va être donc la multiplication et la division, le modulo, et enfin donc l'addition et la soustraction. Donc par exemple ici on commence à calculer donc à l'intérieur de notre parenthèse donc y fois 3. Donc y fois 3 c'est égal à 16 fois 3. Ensuite on fait x moins 16 fois 3. Donc x est égal à 4. 16 fois 3 c'est égal à 48. Donc ça fait 4 moins 48 donc ça fait moins 44. Alors je vais noter en dessous quand même parce que je vais quand même oublier. Donc moins 44 qu'on divise ensuite par z. Puisqu'ici donc il n'y a pas de parenthèse, hein, donc on divise que par z, hein, puisque la division est prioritaire sur l'addition. Donc divisé par z, z qui est égal à, on ne l'a pas touché, à moins 2, donc moins 44 divisé par moins 2, ça nous fait du 22. Et ensuite on rajoute donc 15 modulo x, donc x est encore une fois égal à 4, donc 4 il est 3 fois dans 15 et il reste 3. Donc le modulo va être égal à 3, donc 22 plus 3, ça fait 25. Et donc théoriquement, si je ne me suis pas trompé, j'espère, on devrait arriver à 25 pour priorité. Et on va voir ça immédiatement. Voilà, donc on a bien 25. Donc je suis content de ne pas m'être trompé quand même. Donc vous voyez, faites bien attention donc, aux priorités de calcul qui sont exactement les mêmes qu'en mathématiques pures, qu'en arithmétique. Hein. Donc tout d'abord les parenthèses. Ensuite donc multiplication, division et modulo, et enfin donc l'addition et la soustraction. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur les calculs entre nombres purs en soi. Alors maintenant, sachez également qu'en JavaScript, on va pouvoir additionner entre guillemets un nombre et une chaîne de caractères, c'est-à-dire un nombre et un texte. Et en fait, tout ce qu'il y a derrière la chaîne de caractères en JavaScript va être également considéré comme une chaîne de caractères, même si c'est un nombre. Donc on va immédiatement prendre quelques exemples pour bien illustrer tout ça. Donc je vais effacer toutes mes variables ici, et je vais en créer deux nouvelles. Donc on va garder x ici, variable x est égale, on va la donner égale à 4 plus 2, plus, donc la chaîne de caractères
1. Donc ici ce 1 est bien Donc ici ce 1 est bien une chaîne de caractères, c'est bien un texte, puisque rappelez-vous que dès qu'on écrit un nombre entre guillemets ou entre apostrophes, ça devient un texte. Donc on crée notre première variable x, ensuite on va créer une variable y comme ceci. Donc on va donner égal, par exemple, on va faire le contraire à 1, donc en texte, plus 2 en chiffres, plus 4. Et une variable z, donc var z. Cette fois-ci on va écrire un peu du vrai texte pour changer. Donc 4 plus 2 plus 1. Donc rappelez-vous de ce que je viens de vous dire. En JavaScript, en fait, tout ce qui est après une chaîne de caractères va être considéré comme une chaîne de caractères. Donc typiquement ici, le 2 et le 4 vont être considérés comme des chaînes de caractères. Mais pour x, le 4 et le 2 vont être considérés comme des chiffres, puisqu'ils sont avant la première chaîne de caractères qui est stockée par x. Donc on va immédiatement voir hop, ce qui va s'afficher dans chaque cas. Donc on va faire alerte x, ensuite alerte y, et enfin alerte z afin de bien différencier chaque cas, d'avoir bien 3 boîtes de dialogue différentes. Et on affiche immédiatement. Donc pour x, on a 61. Alors pourquoi 61? Tout simplement car le JavaScript donc va calculer 4 plus 2, ça va faire 6. Et ensuite va lire la chaîne de caractères 1 et va la coller au 6. Donc ça va faire donc 6 et 1. Et donc en fait ça donne 61 au final. Mais en fait ce 61 c'est un 6 et un 1. C'est pas exactement un 61. Donc pour y ensuite on a 124. Donc 124 encore une fois c'est pas vraiment 124. C'est 1, 2 et 4 qui sont collés l'un après l'autre. Alors pourquoi 1, 2 et 4? Car comme je vous l'ai dit, tout ce qui est après une chaîne de caractères JavaScript est considéré comme une chaîne de caractères. Et donc en fait là on va tout simplement coller donc les 3 textes si vous voulez que sont 1, 2 et 4. Et donc ça donne 124 au final. Et pour la dernière variable z, donc 4 plus 2 plus 1, on va tout simplement avoir 4, 2, 1. Donc c'est peut-être plus visible sur z. Donc vous voyez que les différentes chaînes de caractères et les chiffres sont collés les uns aux autres, puisque le JavaScript va d'abord calculer 4, va afficher 4. Ensuite, donc il va avoir 2, donc c'est une chaîne de caractères. Donc il va coller le 2 au 4 et 1 qui va être considéré comme une chaîne de caractères également, puisque 1 est après la chaîne de caractères 2. Et donc on a 4, 2, 1 tout simplement. Alors, vous devez savoir donc que lorsqu'on additionne des chaînes de caractères entre elles, en fait, on parle de concaténation. Donc retenez bien ce terme, c'est le terme qui est utilisé pour dire en fait qu'on additionne différentes chaînes de caractères entre elles. Donc concaténer des chaînes de caractères, finalement, c'est tout simplement les ajouter à la suite les unes des autres, donc ce qui est le comportement par défaut dès qu'on utilise un plus entre des chaînes de caractères. Et donc vous allez voir immédiatement comment ça fonctionne entre chaînes de caractères, ça va être exactement comme dans les exemples précédents, mais à part cette fois-ci on ne va plus utiliser que des chaînes de caractères afin que ce soit peut-être plus clair pour vous. Donc on va créer une variable prénom tout d'abord, donc je vais donner égal à Pierre, toujours pareil. Une deuxième variable nom que je donne égal à Giro. Et ensuite on va tout simplement créer une variable donc PN pour prénom et nom que je donne égal à prénom donc plus hop, nom comme ceci et on va alerte ma variable donc PN. Hop. Donc j'espère que vous avez bien remarqué depuis donc les premiers chapitres de ce cours, lorsqu'on alerte une variable, on ne met pas évidemment de guillemets ou d'apostrophes, on met des guillemets ou d'apostrophes que si on alerte donc une chaîne de caractères. Ça je suppose que vous l'avez bien remarqué, je ne l'ai peut-être pas précisé, je ne me rappelle pas très bien, mais je pense que vous l'avez déjà remarqué. Et donc ici, lorsqu'on alerte, on va avoir Pierre Giraud collé comme ceci, vous voyez. Alors pour avoir Pierre Giraud avec un espace au milieu, il suffit tout simplement hop, de rajouter un espace ici, hop, dans la valeur de notre variable. Et donc cette fois-ci, on va avoir quelque chose de plus propre. Donc vous voyez qu'on a bien Pierre Giraud avec un espace entre les deux. Donc c'est une petite astuce à retenir. Hop, comme ceci. Et donc on peut également évidemment alerter directement, par exemple, donc prénom comme ceci, plus nom. Donc on peut également donc concaténer
différentes variables entre elles dans une instruction alerte, ou on peut alerter aussi, hop, le texte en soi, c'est-à-dire Pierre, hop, plus, donc Giraud, comme ceci. Et donc là en fait, donc les trois alertes vont renvoyer exactement la même chose, puisqu'ici donc on a concaténé prénom et nom dans une variable pn, donc pn stock Pierre Giraud, on alerte Pierre Giraud. Ici on va alerter Pierre et Giraud, donc ça va être encore Pierre Giraud, et ici toujours pareil, on alerte les textes Pierre et Giraud. Donc les trois alertes vont renvoyer exactement le même résultat, c'est juste la façon de procéder qui est un petit peu différente à chaque fois. Donc vous voyez, première alerte Pierre Giraud, deuxième Pierre Giraud et troisième Pierre Giraud. Donc c'est exactement la même chose à chaque fois, c'est juste donc la façon de faire qui change pour le même résultat au final. Mais bon, encore une fois, c'est bien donc de voir les différentes façons de faire afin que vous compreniez bien comment fonctionne le JavaScript au départ. Je pense que c'est très important. Si ensuite vous voulez faire des choses un peu plus complexes et compliquées, et si vous voulez vraiment vous amuser après avec le JavaScript, car c'est un langage qui est vraiment formidable et qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc pour finir ce chapitre, on va interagir avec nos visiteurs avec une nouvelle fonction. Donc ne vous inquiétez pas, nous allons avoir un chapitre consacré aux fonctions, on va voir les fonctions plus tard. Pour le moment, donc, je vous en montre quelques-unes comme ça, et lorsque c'est pertinent, et je vous montre comment les utiliser, mais pas d'inquiétude, nous allons apprendre à créer nos propres fonctions, et nous allons voir comment fonctionnent les fonctions en général dans un prochain chapitre. Donc cette fonction qui va nous permettre d'interagir avec les visiteurs s'appelle prompt, et en fait elle va permettre aux visiteurs donc d'entrer du texte dans une boîte de dialogue, et on va pouvoir récupérer ce texte afin de faire des calculs avec, donc, ou ce nombre, hein, entre autres. Alors je vais effacer une nouvelle fois donc tout ce que j'ai fait ici, et je vais prendre une nouvelle variable, donc x, que je vais donner égal à prompt. Alors ça, retenez que c'est une chose qui est tout à fait possible en JavaScript, c'est-à-dire qu'on peut stocker le résultat d'une fonction dans une variable. Donc prompt a besoin d'un paramètre pour fonctionner, donc qui va être hop, le texte à afficher, donc à l'utilisateur. Par exemple, on peut rajouter le texte rentrer un nombre, s'il vous plaît. On va même mettre rentrer un premier nombre, s'il vous plaît. Hop, comme ceci. Donc ce qui est entre les parenthèses d'une fonction, ça s'appelle des paramètres. Nous en reparlerons plus tard encore une fois, hein. Donc rappelez-vous, c'est ce dont a besoin la fonction pour marcher tout simplement. Donc on va immédiatement afficher pour voir ce que ça donne. Donc ici on a donc variable x qui est égale à prompt rentrer un nombre s'il vous plaît. Et donc si on affiche ici, vous voyez qu'on a bien notre boîte de dialogue qui s'ouvre avec le texte rentrer un nombre s'il vous plaît, qui est le texte qu'on a mis entre paramètres. Et donc ici, si on écrit par exemple quelque chose comme 600, en fait la variable x donc, va stocker le résultat de la fonction prompt, c'est-à-dire qu'elle va stocker 600. Et donc c'est une très bonne méthode si vous voulez pour récupérer des données qui sont envoyées par les utilisateurs. Donc ici, si je clique sur OK, x maintenant est égal à 600, et donc on va pouvoir utiliser le résultat donc, de cette fonction, donc stocké dans la variable x, pour faire des calculs. Donc par exemple ici, si je peux mettre hop, une deuxième variable y, donc je vais tout simplement copier et coller et changer que ce qui m'intéresse. Donc variable y, donc rentrer un deuxième nombre. Donc ici on demande à l'utilisateur de rentrer deux nombres à la suite. Et ensuite, par exemple, on peut hop, créer une variable z qu'on donne égale à x fois y, donc aux deux nombres rentrés par l'utilisateur, donc multiplier l'un par l'autre. Et ensuite, on peut par exemple alerte donc le résultat. On peut le faire de façon un peu plus élégante peut-être. On va tout simplement pour cela créer trois variables. Donc variable texte 1. Hop, on va dire qui est égal, on va le faire stocker le résultat de la multiplication de, hop, tout simplement, la variable texte 2, donc, hop, on le fait stocker le texte par, et la variable texte 3, on va le faire stocker, variable texte 3, on va le faire stocker la valeur et. Donc le but, hein, évidemment, c'est d'afficher le résultat de la multiplication de x par y et donc z, donc avec les valeurs de x, de y et de z. Alors encore une fois, hein, je ne suis pas obligé de faire tout ça, donc de créer trois variables ici. Je pourrais très bien tout afficher dans un alerte, donc en concaténant.
les différentes variables et le texte, mais je fais ça pour plus de clarté si vous voulez, afin que le code soit plus simple à lire. Selon moi c'est plus simple du moins. Donc là je mets des espaces donc afin que le texte s'affiche bien, que tout ne s'affiche pas d'un seul bloc. Et donc maintenant on va alerte tout simplement. Donc texte 1, donc le résultat de la multiplication 2 plus donc la valeur de x plus donc par texte 2 plus la valeur de y. Donc on a le résultat de la multiplication de la valeur de x plus par la valeur de y et donc texte 3 et donc hop z, donc le nombre qui est contenu dans z, puisque z est égal à x fois y. Alors encore une fois, j'aurais très bien pu ici mettre le résultat de la multiplication 2 et ensuite mettre plus x au lieu de créer des variables texte, mais je fais ceci de cette façon car ça me semble plus propre pour moi et plus clair. Donc on enregistre et on teste tout simplement ce premier code qui commence à être plutôt bien pour des débutants en JavaScript. Donc on rafraîchit la page. Alors rentrer un premier nombre, on va rentrer tout simplement le nombre 5. OK. Un deuxième nombre, on va mettre 10 par exemple. Et donc vous allez voir que notre alerte va s'afficher. Donc le résultat de la multiplication de 5 par 10, donc de x par y, et z, donc 50. Donc vous voyez que notre code fonctionne très bien, puisque encore une fois, donc le code est lu linéairement. Donc tout d'abord, hop, on fait stocker la première valeur rentrée par l'utilisateur dans x. Ensuite, on stocke la deuxième valeur rentrée par l'utilisateur dans y. On fait le calcul x fois y et on stocke le résultat dans une variable z. Et ensuite, donc, on affiche avec alerte le texte et les valeurs de x, de y et de z. Alors, faites bien attention car à ce niveau-là de vos connaissances, donc je ne peux pas faire de script complet. C'est-à-dire que là, donc, on ne fait pas de test sur ce qui est entré, sur la valeur qui est entrée par l'utilisateur. L'utilisateur peut très bien rentrer un texte ou peut très bien rentrer, par exemple, la valeur null ou undefined, donc à la place d'un nombre, et ça passera quand même, et donc le script va être faussé, le script va être buggé. Alors vous inquiétez pas, on verra, mais un peu plus tard, voire beaucoup plus tard dans ce cours, car ça demande quand même des connaissances en JavaScript, on verra donc des moyens pour contrôler les données qui sont entrées par l'utilisateur. Donc pour le moment, retenez bien simplement qu'il ne faut jamais faire confiance aux données rentrées par l'utilisateur, car l'utilisateur peut être malveillant et peut essayer donc de manipuler votre code avec des données qui seraient bizarres, donc par exemple rentrer tout simplement des apostrophes ou des guillemets afin d'essayer de faire planter votre code. Donc ça c'est assez rare mais ça arrive. Donc faites bien attention, rappelez-vous simplement pour le moment qu'il ne faut jamais faire confiance aux données envoyées par l'utilisateur et qu'il faut toujours les filtrer et les vérifier, chose dont nous ne sommes pas encore capables pour le moment mais que nous apprendrons plus tard dans ce cours. Donc voilà tout pour ce chapitre qui est quand même assez fourni je suppose et qui va vous demander peut-être de le revoir plusieurs fois et de bien vous entraîner avec afin de le maîtriser sur les opérations entre variables. Donc on a vu tout d'abord des opérations de niveau vraiment mathématique entre nombres, donc addition, soustraction, multiplication, division et modulo. Ensuite on a vu comment concaténer des variables entre elles, c'est-à-dire comment additionner entre guillemets des variables qui ont comme valeur une chaîne de caractères. On a également vu les additions ou les concaténations entre variables de type number et variables de type string, donc entre des variables qui stockent des nombres et des variables qui stockent des chaînes de caractères. Et finalement, donc on a vu cette petite fonction, la fonction prompt, qui permet à l'utilisateur de rentrer du texte et qui nous permet surtout de récupérer ce texte et de le réutiliser plus tard pour faire des calculs ou toutes sortes de choses dans notre script. Donc vraiment, entraînez-vous bien sur ces premiers chapitres qui posent vraiment les bases du JavaScript, mais qui sont très importants pour la suite de ce cours et pour votre compréhension générale du JavaScript. Donc n'hésitez pas à faire les exemples avec moi, à faire d'autres exemples par vous-même, à voir et à revoir ces vidéos afin de bien maîtriser donc chaque chapitre avant de passer au suivant, car par la suite ça va commencer à se complexifier un petit peu, et donc il est important d'avoir encore une fois de très bonnes bases pour aborder sereinement les prochains chapitres. Donc dans le prochain chapitre, on va voir les conditions en JavaScript, donc qui vont nous permettre donc d'effectuer différentes actions selon la valeur d'un paramètre. Mais ça, ce sera au prochain chapitre. D'ici là, encore une fois, entraînez-vous bien et à bientôt.